Vous êtes sur le point d'investir, attendez avant de faire quoi que ce soit. Regardez d'abord ce que Google vient de nous sortir, c'est incroyable. En février 2026, Alphabet a émis des obligations à 100 ans. 100 ans. En livres sterling et en francs suisses, avec un coupon, l'équivalent d'un intérêt, de 6,125% pour 1 milliard de livres. La demande a été 10 fois supérieure à l'offre. 10 fois. Mais avant d'acheter quoi que ce soit, avant même d'ouvrir un compte, laissez-moi vous montrer ce qui se cache derrière cette histoire un peu trop belle, peut-être, pour être vraie. Ça s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds d'environ 20 milliards de dollars pour financer des investissements dans l'intelligence artificielle et le cloud, estimés aux alentours de 185 milliards de dollars. La demande sur la tranche 100 ans a été massive, près de 10 fois les montants offerts, avec un coupon juste au-dessus de 6% en livres sterling. Autant dire que les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les assurances, se sont rués dessus. Et quand on y réfléchit, c'est fascinant. On parle d'un contrat qui court jusqu'en 2126. Personne, et surtout pas moi qui ai 55 ans, ne sera là pour voir l'échéance. Et là, on se retrouve devant un paradoxe. D'un côté, les rendements obligataires deviennent attractifs. Les treasuries américains à 20 ans tournent autour de 4,6 à 4,8% de rendement nominal annuel. Certaines obligations d'entreprise, notamment celles un peu plus risquées, hors investment grade, affichent des coupons de 6 à 7%. Et de l'autre, on sait que l'inflation, les impôts et les changements de régime monétaire peuvent grignoter tout ça. Et plus la maturité est longue, plus le risque de duration est élevé. Des hausses de taux ultérieures peuvent provoquer des pertes importantes si on doit vendre avant l'échéance. Et c'est là que l'histoire de Bretton Woods éclaire le présent. D'ailleurs, si vous êtes en train de construire votre portefeuille ou si vous hésitez à vous lancer, j'ai préparé une formation gratuite de 7 jours qui répondra exactement à vos questions. Le lien est en description, mais restez jusqu'au bout de cette vidéo d'abord parce que ce que je vais vous montrer maintenant peut vous éviter une erreur très coûteuse. Pour revenir à l'obligation sur 100 ans de Google, vous savez ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a gravé dans la pierre, entre guillemets, une promesse de stabilité monétaire? Ça a tenu 25 ans, puis tout a explosé. C'est exactement le parallèle que je vais vous montrer. Leçon numéro 1. Les promesses de stabilité finissent toujours par casser. En 1944, le monde a créé le système de Bretton Woods, un système de change fixe centré sur le dollar, lui-même convertible en or à 35 dollars l'once. La promesse officielle, la stabilité des parités grâce à l'ancrage au dollar, lui-même arrimé à l'or. En pratique, les déséquilibres se sont accumulés. Déficit américain, guerre du Vietnam, inflation domestique et ont fragilisé le système. La convertibilité en or n'était plus crédible, plus tenable. En 1971, Nixon a suspendu la convertibilité. Ça a été la fin du système de parité dollar-or. On est passé d'un monde de monnaie adossée à l'or à un monde de monnaie entièrement fiduciaire et de taux de change flottants avec plus de flexibilité monétaire et à terme, plus d'inflation et de dette. Et le parallèle avec l'obligation centenaire de Google Alphabet, c'est le même pari. Pour un investisseur qui achète 100 ans de dette à plus de 6%, la promesse implicite est vous fixer aujourd'hui un rendement censé compenser l'inflation et les risques sur un siècle. Mais en pratique, personne ne peut anticiper la trajectoire de l'inflation, des régimes monétaires, fiscaux, technologiques sur 100 ans. Les stratégistes parlent de territoires non encore testés pour ce type de maturité. Je me souviens que dans ma famille, en 2002, la plupart des anciens avaient gardé des francs au cas où, quand l'euro était arrivé. Leurs amis restés au pays, en Espagne, faisaient pareil avec les pesetas. À l'époque, je trouvais ça ridicule. 20 ans plus tard, je comprends leur méfiance instinctive. Ils avaient tort peut-être sur la méthode et le timing, mais raison sur le principe. Les régimes monétaires changent et c'est rarement dans notre intérêt. Dans les deux cas, Bretton Woods et l'obligation centenaire d'Alphabet, on vend une illusion de stabilité à long terme dans un environnement où les fondamentaux évoluent plus vite que ce que la promesse laisse croire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez confiance, vous, dans un placement à 100 ans, même avec la signature de Google? Je suis curieux de lire vos réponses. Après Bretton Woods, la fin de l'ancrage or a permis une expansion bien plus libre de l'offre de monnaie et du crédit. L'ère des monnaies fiat, les monnaies qui reposent sur la confiance en un État, est associée à une montée structurelle des dettes publiques et privées. Ça nourrit aujourd'hui ce qu'on appelle le debasement trade, des investisseurs qui quittent les obligations souveraines pour se réfugier dans des actifs considérés comme plus rares, plus sûrs. L'or, l'immobilier, parfois le bitcoin. Et en face de ça, Alphabet émet
un volume massif, 20 milliards de dollars, d'obligations avec une maturité extrême, 100 ans, avec l'idée de verrouiller un coût du capital sur des décennies pour financer des actifs en intelligence artificielle supposés très productifs. Le phénomène intéressant, c'est que certains analystes notent que ces émetteurs technologiques deviennent de facto, de fait, des quasi-souverains du crédit des pays. Leur signature est perçue par certains investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les assurances, comme presque aussi solide, voire plus attractive que celle de certains États, parce que ces dettes sont adossées à des monopoles de fait ou à des plateformes globales. L'idée derrière ça, c'est qu'Alphabet disposerait d'un tel avantage concurrentiel, d'un tel moat, comme le disait Warren Buffett, un tel avantage économique et d'une position si dominante, tel qu'il semble probable que la société survive plusieurs décennies. Maintenant, attention, rappelons-nous des sociétés comme Polaroid, rappelons-nous de Kodak, des entreprises de premier plan qui ont été balayées par la disruption technologique. Même les grandes capitalisations actuelles ne sont pas à l'abri. Elles peuvent subir des ruptures technologiques, des plafonds réglementaires, apparition de lois antitrust, fiscalité ciblée ou même des transformations de modèles économiques difficiles à anticiper. Je me souviens qu'en 2007, un entre guillemets expert m'avait recommandé un fonds immobilier américain. Il disait le marché US c'est solide. 6 mois plus tard, on avait la crise des subprimes. Donc, si j'avais suivi ces recommandations, j'aurais perdu 40% de mon investissement. Les certitudes peuvent parfois coûter cher. Donc, même les obligations d'une méga corporation, aussi séduisantes soient-elles, concentrent énormément de risques sur une seule structure et une seule monnaie à un horizon très lointain. Là où Bretton Woods cherchait un ancrage dans l'or via le dollar, certains investisseurs aujourd'hui cherchent un nouvel ancrage dans les bilans des mégacorporations, en considérant qu'un alphabet serait plus durable que des États très endettés. Dans les deux cas, on cherche des sources de confiance dans un environnement où l'érosion monétaire est flagrante. Mais dites-moi, et vous, c'est quoi votre actif refuge? L'or, l'immobilier, les actions? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse de voir comment vous vous positionnez. Le régime de Bretton Woods aura duré de 25 à 30 ans après 1945 avant de casser. Ceux qui détenaient des réserves en dollars, en confiant dans la pérennité de la convertibilité or, ont eu une mauvaise surprise. Une rupture de contrat unilatérale en 1971. Le Century Bond d'Alphabet protège un contrat de dette sur 100 ans. Un horizon largement supérieur à la durée de Bretton Woods et même à la plupart des régimes monétaires modernes. Statistiquement, sur ce siècle, des régimes monétaires vont changer. Des technologies qu'on considère aujourd'hui comme indispensables vont devenir obsolètes. Et dans tous les cas, ce sont les détenteurs d'actifs à long terme qui supportent les inconvénients des changements de régime. Les États ont pu se libérer de la contrainte or et peuvent imprimer aujourd'hui des billets sans limite. Aujourd'hui, Alphabet vous prend votre argent pour financer son financement, mais ce sont les investisseurs qui subiront les conséquences d'une éventuelle mauvaise surprise entre aujourd'hui et 2126. Certains analystes décrivent d'ailleurs cette émission d'obligations centenaires comme un signe d'euphorie de fin du cycle du crédit. Malgré des taux déjà élevés et un levier global record, des investisseurs se ruent sur une maturité extrême pour gagner un peu plus de rendement nominal. La transaction contribue à une année qui s'annonce record en émissions d'obligations corporate, des émissions de sociétés privées, notamment pour financer la course à l'intelligence artificielle. Alors même que l'endettement global et les doutes sur la soutenabilité du système monétaire alimentent la fameuse debasement trade. Le message de fond est le même pour l'investisseur. Méfions-nous des promesses de stabilité gravées dans la pierre. Quand l'horizon dépasse largement la durée de vie typique des régimes monétaires et des structures économiques. Et rassurez-vous, si vous avez du mal à naviguer dans tout ça, c'est normal. On nous a appris à penser que les obligations d'État étaient quelque chose de sûr, que le livret A était un placement de bon père de famille. Personne ne nous a expliqué que 4,6% de rendement nominal, après inflation et impôts, ça peut donner zéro, voire même une perte. Ce n'est pas de votre faute, le système financier est conçu pour que les choses paraissent simples alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Depuis la fin effective du système de Bretton Woods en 1971, les grandes monnaies fiduciaires, le dollar, l'euro, ont connu une inflation structurelle qui a entraîné une perte progressive du pouvoir d'achat. Les pays dits développés ont vu leur niveau d'endettement public augmenter sensiblement, ce qui nourrit la crainte d'un débasement monétaire continu. Mais maintenant qu'on a compris la leçon, on peut construire quelque chose de solide.
Alors concrètement, comment on préserve la valeur dans la durée? Eh bien, aucun actif isolé, aucun investissement seul ne vous le garantit. L'enjeu, c'est de combiner différents actifs et la manière de les gérer sur la durée. Et ici, je vais illustrer trois principes. Premier principe, pensez en termes réels, jamais en nominal, jamais en facial. Les treasuries, les obligations américaines à 20 ans, affichent 4,7% de rendement. Avec une inflation à 3% et une fiscalité de 30%, il reste quoi? Environ 0,3% de rendement réel net. 1% d'inflation de plus et vous êtes en négatif. Mais ici, il y a une solution en deux temps. Premier temps, intégrer une part d'obligations indexées sur l'inflation. Les TIPS américains, les OATI françaises, les obligations assimilables du Trésor. Ces instruments vous permettent d'ancrer une partie de votre portefeuille en termes réels, surtout sur les besoins connus, comme la retraite ou les rentes futures. Pour les rendements des actions, faites de même. Pensez à soustraire l'inflation et la fiscalité pour obtenir votre rendement net. Deuxième principe, diversifier les sources de risque. Supposez qu'on ait mis 10 000 euros dans un seul Century Bond et que l'émetteur fasse faillite dans 40 ans. On perd 10 000 euros. Alors que si on avait pris le soin de mettre 10 000 euros répartis entre une allocation en actions mondiales, en obligations souveraines et en obligations d'entreprise, et on aurait pu ajouter un ETF or, si une des allocations chute, le reste absorbe le choc. Ce que vous pouvez faire, combiner des obligations d'état de qualité, incluant une part indexée sur l'inflation, pour fournir une base relativement sûre. Des obligations d'entreprise solides pour augmenter le rendement et des actions mondiales via des indices larges pour capter la prime de risque action et la croissance économique globale, tout en diversifiant le risque de faillite ou de disruption individuelle. En 2008, mon portefeuille était 100% européen. Quand tout a chuté en même temps, j'ai compris que ma soi-disant diversification n'était qu'une illusion. Différents actifs dans la même zone, ce n'est pas de la diversification, c'est de la concentration déguisée. Alors, petite astuce supplémentaire ici, diversifiez vos avoirs en devises étrangères. Ne pas être 100% exposé à une seule monnaie réduit le risque spécifique d'un pays, monétaire, réglementaire, politique. Troisième principe, adaptez la maturité à votre horizon d'investissement. Si votre horizon est de 10 à 20 ans, il est cohérent d'acheter des obligations de 1 à 20 ans. Mais il est plus discutable de bloquer une grande partie de votre patrimoine sur 50 à 100 ans. Sauf si c'est votre horizon d'investissement. Rien ne vous empêche de construire un patrimoine sur plusieurs générations. Ce que vous devez faire ici, c'est structurer une sorte d'escalier de maturité. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour lisser le risque de taux et de réinvestissement, au lieu de tout concentrer sur un seul point de la courbe. En pratique, la démarche la plus robuste consiste à construire un portefeuille diversifié en actifs réels et financiers, des actions mondiales, des obligations souveraines et corporates d'entreprise, une part indexée sur l'inflation, et éventuellement quelques actifs réels ou alternatifs. Alignés le tout sur votre horizon d'investissement et vos besoins de liquidité. Puis ensuite, vous gérez ce portefeuille de façon disciplinée plutôt que de chercher un actif unique, même très séduisant sur le papier, qui prétendrait assurer seul l'ensemble de votre stratégie d'investissement. Et au-delà de ces trois principes techniques, il y a quatre règles de bon sens que 30 ans sur les marchés m'ont enfoncé dans le crâne. Alors, ça va vous paraître être des évidences, mais c'est précisément parce que ce sont des évidences que personne ne les applique. Règle numéro 1. Un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. C'est le principe le plus ancien du monde. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et c'est exactement ce que le Century Bond d'Alphabet met sous le tapis. On vous promet 6% pendant 100 ans, mais 6% dans 30 ans, après l'inflation, les impôts et les différents changements de régime qu'on va avoir arriver, ça vaudra quoi? Personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que l'argent qu'on a maintenant, dans notre poche, sur notre compte, a une valeur certaine. Tout le reste, ça pourrait très bien être des châteaux en Espagne ou des plans sur la comète. Règle numéro 2, la liquidité, c'est la survie. Quand on peut s'adapter vite, on ne tombe jamais bien bas. J'ai vu des gens brillants se ruiner, pas parce qu'ils avaient tort sur le fond, mais parce qu'ils pouvaient pas bouger. Bloqués dans du private equity, coincés dans de l'immobilier invendable. Et là, j'imagine facilement le piège que peut devenir le fait d'être collé à une obligation sur 100 ans qui perd 40, 50 ou 90% de sa valeur de marché. Le problème, ce n'est pas l'analyse, c'est de ne pas pouvoir réagir en cas de coup dur. La liquidité, c'est la capacité de changer d'avis sans que ça vous coûte une fortune. Règle numéro 3, si vous ne vous occupez pas de votre argent, quelqu'un s'en occupe pour vous et jamais dans votre intérêt, toujours dans le sien. Le banquier qui vous recommande un produit structuré, il touche une commission. Le conseiller qui vous oriente vers un fonds maison,
il a un objectif commercial. L'assureur qui vous propose une assurance vie avec des frais de 2,5% par an, il mange votre rendement pendant que vous dormez. On ne délègue pas sa responsabilité financière. On apprend, on comprend, on décide. Et règle numéro 4, le corollaire direct de la précédente, tout ce dont vous ne vous occupez pas va inévitablement partir en cacahuète. Soit ça fait n'importe quoi, et surtout parce que vous vouliez, soit ça favorise des intérêts qui ne sont pas les vôtres. J'ai vu des portefeuilles soi-disant gérés par des banques privées. Au bout de quelques années, on arrive à des frais cumulés de 15 à 20%, des arbitrages inutiles, des produits maison surpondérés. Le client a perdu, la banque a gagné. Et c'est normal, c'est la banque qui gère. Il n'y a pas de quoi s'étonner. La règle ici, c'est qu'on ne délègue pas son argent. On s'en occupe. Même si c'est 30 minutes par mois, même si c'est un seul ETF, on s'en occupe soi-même. Je suis certain que certains d'entre vous ont déjà vécu ça. Des frais cachés, un conseiller qui connaissait rien ou qui ne vous conseillait que dans son intérêt. Racontez-moi dans les commentaires votre pire expérience avec un intermédiaire financier, ça m'intéresse et je lis tous les commentaires. Mais moi-même, j'ai pas la science infuse. Voilà ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si l'inflation va rester à 3% ou repartir à la hausse. Je ne sais pas combien de changements de régime monétaire on va voir arriver dans les 50 prochaines années. Je ne sais pas si Alphabet existera encore en 2126. Ce que je sais, c'est que Bretton Woods était une tentative de figer des promesses de valeur via l'or dans un monde en mutation et que ça a fini par casser. Le Century Bond d'Alphabet est une tentative emblématique de figer un coût du capital privé sur un siècle dans un système fiat déjà fragilisé par la dette et le débasement monétaire, avec le risque que le régime change bien avant l'échéance. Aujourd'hui, les obligations offrent de nouveau des rendements qui paraissent attractifs, mais la question centrale ici reste de savoir si elles permettent réellement de préserver la valeur sur la longue durée. Et ce que je sais aussi, c'est comment construire un portefeuille qui résiste à plusieurs scénarios. J'ai traversé 5 crashs majeurs, 1994, 2000, 2008, 2011, 2020. Et à chaque fois, des gens intelligents, plus intelligents que moi, m'ont expliqué pourquoi cette fois c'était différent. Et à chaque fois, les marchés se sont retournés. Avant d'acheter une seule obligation, avant de souscrire un seul fonds, avant de cliquer sur valider dans votre application bancaire, vous devez savoir exactement ce que vous faites. Les principes, je vous les ai donnés aujourd'hui. Mais pour les appliquer concrètement, savoir quelle part mettre en obligation indexée, comment structurer votre escalier de maturité et quel ETF choisir selon votre enveloppe fiscale, j'ai préparé une formation gratuite de 7 jours. Un email par jour, 5 minutes de lecture. Pas de gras. À la fin, vous saurez construire un portefeuille qui ne dépend pas d'une seule promesse, ni celle d'un État, ni celle d'une entreprise, aussi puissant soit-il. Vous saurez vous en occuper vous-même, sans intermédiaire, sans frais cachés. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. Je n'ai aucun lien d'affiliation et le lien est en description. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les obligations, la prochaine étape logique, c'est de comprendre comment construire concrètement un portefeuille ETF diversifié. Le socle dont on a parlé tout au long de cette vidéo. Et c'est exactement ce que je vous montre dans cette vidéo qui s'affiche maintenant. On y parle allocation géographique, répartition action-obligation et surtout comment éviter le piège de la fausse diversification, celui qui m'a coûté si cher en 2008. Cliquez, c'est la suite directe de ce qu'on vient de voir.